Tillabéri, situé à l'ouest du Niger. 113 km le séparent de Niamey, la capitale. C'est ici que vit Salamatou, 38 ans, mère de 2 enfants. Depuis 2 ans maintenant, Salamatou vit dans sa maison familiale. Elle a perdu son mari, Ayouba Moussi, de son vivant, lieutenant de la garde nationale, suite à une attaque terroriste à Bosso, à l'est du Niger, en février 2016. Difa kala affectation ka ine tunan da kwanda Boso me irbon kwai gida no kwai to ngo kan kwai akwai dai no gam dinongo am kaga sambu kwanda am fiti ngida no ngo kala takte no digi buye kalbu yin kan dirga 82 km de Tillabéri vers la frontière avec le Mali, à Yoro. C'est là que Foureta, 35 ans, mère de 4 enfants, sa mère Khadija et Aminata, la coépouse de sa mère, ont trouvé refuge après avoir abandonné leur village à Gaipel, dans la commune rurale d'Inates, à 55 km d'Ayoro. Il y a 5 mois, le 18 mai 2018 précisément, Agaipel a été la cible d'une attaque par des individus armés faisant 17 hommes tués. Fourerata a perdu son père et son mari, Aminata et Khadija, leur époux. Nugu dari bore kun nugu pas mal fa hal bore kun akan ka nugu so ka boro ti ko ta challenge ni ka la ilaha illallah la ilaha illallah hal maka so mo harim dang bore kun hali aman gora zano ni boro fo kun zur ay ga zur ko hal har ijo ko rago ma ya hare ni an zura kun ko nodi. Sans doute, du fait de sa situation géographique, seulement 100 km séparent la ville de la frontière malienne. Ayoru est exposé à plusieurs menaces terroristes. Il est sous état d'urgence depuis mars 2017. Le département a enregistré 45 500 déplacés internes, mais pas seulement. D'abord, il y a eu une attaque qui a eu lieu à Tabré-Baré. C'était le 10 septembre 2016 où on avait tué effectivement 2 réfugiés. Après, il y a eu effectivement une attaque de la gendarmerie d'Aïrou. C'était donc le jeudi 11 mai, ça aussi 2017, où il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais quand même ils ont emporté 3 à 4 véhicules. Après, il y a eu effectivement une deuxième attaque de la gendarmerie, c'était le samedi 21 octobre 2017. Il y a eu jusqu'à 13 de nos gendarmes qui sont décédés. Et après ça, il y a eu aussi d'autres tueries dans une tribu qu'on appelle Tintibawan. C'est frontière avec le Mali, où on a eu à tuer jusqu'à 18 personnes. Oui. Et après ça, il y a eu encore une autre attaque. Ça, c'était à Aguepeul, où on a eu à tuer aussi jusqu'à 17 personnes. Bon, en dehors de ça, il y a eu aussi souvent des attaques isolées. C'est donc la commune rurale d'Inates la plus exposée et qui a payé le plus lourd tribut. De mai 2018 à septembre de la même année, 72 personnes ont perdu la vie, 3 autres enlevées. Ces victimes sont toutes des hommes. Cette insécurité à Inates a fait 14 000 personnes déplacées internes, dont 8 223 femmes, soit 60% de l'effectif. Il y a eu beaucoup de morts, il y a des femmes veuves, il y a des orphelins, il y a des gens qui sont là. On tue toute la population, on tue les hommes, on laisse les femmes et les enfants, on amène tous leurs biens, leurs animaux. Ils sont là, vulnérables.
À côté, au village de Fala, vit Aïssata. Arrivée ici il y a juste quelques mois, la veuve de l'imam de Agaïpeul a décidé aujourd'hui, à l'heure même où nous lui rendons visite, de quitter avec 7 de ses 11 enfants. Son mari était l'un des 17 tués de Agaïpeul. Encore sous le choc, elle n'arrive pas à vivre hors de son village d'origine. Aïssata va ainsi retourner chez elle, là-bas dans le village sinistré de Agaïpeul. Peu importe les risques. Quant à Foureyrata, Khadija, Amina et leurs enfants, majoritairement des filles qui ont quitté l'école depuis le drame, ils vivent sous la responsabilité de Yahya, le fils aîné de Khadija. Il les héberge dans une maison en banco qu'une bonne volonté lui a prêtée. Pour pouvoir les nourrir, Yahya travaille dur, car à part les premières assistances d'urgence de l'État et des organismes internationaux, ces veuves n'ont rien perçu de l'État. Retour à Tillabéri. De l'épouse d'un lieutenant de la garde nationale, Salamatou est aujourd'hui vendeuse de frites de patates douces au bord de la route. C'est l'activité qu'elle mène pour se prendre en charge, elle et son enfant Daouda, 10 ans, mal formé dès sa naissance. Son deuxième enfant a été adopté par sa tante, la grande sœur de Salamatou. En lien avec la fonction de son défunt mari, Salamatou ne perçoit que la pension des enfants qui est de 141 200 francs CFA par trimestre, soit moins de 50 000 francs CFA le mois. Elle ne bénéficie pas des droits liés à son veuvage. Pourtant, la loi a prévu des indemnisations pour les familles des victimes de conflits armés. Oui, les victimes peuvent être indemnisées, mais vers qui doivent-elles se tourner? D'autant plus que l'extrémiste violent, est-ce qu'il est assez solvable pour qu'on puisse l'assigner et pour que le juge puisse le condamner et qu'on puisse avoir des dommages et intérêts pour la veuve et les orphelins? Comme il s'agit de terrorisme, on n'a pas spécifiquement légiféré sur justement la prise en charge des victimes. Pour ce qui est des veuves des militaires, les choses sont plus précises. La justice se base sur un décret présidentiel. Le décret a prévu, si vous voulez, les moyens et les conditions d'indemnisation et qui doivent être indemnisés et quels sont les montants qui sont indemnisés. Malheureusement, lorsque vous parcourez le décret, vous n'allez pas voir ces calculs. Il y a deux catégories d'indemnisation. Il y a ce qu'on appelle le capital décès, qui est calculé en fonction du revenu et du salaire de ces personnes-là. Donc, le capital décès est versé directement aux veuves ou veufs des personnes qui sont décédées en service commandé. Il y a ce qu'on appelle les droits qui sont octroyés et versés. L'État reconstitue la carrière de la personne et on verse, si vous voulez, une indemnité qui est proportionnelle
justement à la reconstitution de la carrière. L'article 14 de ce décret fait obligation au ministre de la Défense nationale et celui des Finances de veiller à l'application du dit décret présidentiel. Pour savoir l'effectivité de l'application de ces textes, nous avons contacté d'abord l'association des veuves des forces de défense et de sécurité morts en service commandé. Au début, la présidente a manifesté sa volonté de répondre à nos questions. Ensuite, plus rien. Elle ne répond plus à nos appels. Au-delà d'elle, toutes nos correspondances, tant au service du contentieux de l'État qu'au service d'assistance sociale des armées, sont restées lettres mortes. Les quelques veuves membres de l'association que nous avions contactées individuellement disent avoir peur d'évoquer le sujet, même sous couvert de l'anonymat. L'armée justifie ici son surnom de Grande Muette, où le silence est la règle. Vous savez très bien qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, comme on dit, c'est vraiment un vase clos. Pourtant, des veuves de militaires ont malgré tout tenté des actions en justice contre l'État pour bénéficier des avantages que leur confère la loi en la matière. De l'aveu même des responsables du contentieux de l'État, son service a enregistré beaucoup de plaintes sans préciser le nombre exact de cas. La vie de ces femmes a certes été épargnée par les assassins de leurs maris, mais les séquelles et les dégâts causés par la perte de leurs proches sont insondables et vivaces. Salamatou, qui a connu une vie meilleure du vivant de son époux, se retrouve à vendre des frites sur la chaussée. Tandis que Furerata, Amina, Khadija et Aïssata, désorientés, attendent des lendemains meilleurs. Combien de temps pourront-elles continuer à vivre de la pitié et de la solidarité des autres? Pour elles, désormais, vivre une vie digne est plus qu'un défi, c'est un sacerdoce.